Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au gui. On l'appelle aussi gui blanc, gui des arbres, gui commun ou encore verquet, blondeau, bois de la Sainte-Croix ou ver de pommier. Le gui ne possède pas de racines. Il s'accroche tel une sangsue sur d'autres arbres et arbustes à l'aide de suçoirs. Il n'attaque pas les cellules de l'arbre qu'il parasite. Il ne prélève quasiment que de la sève brute pour obtenir l'eau et les nutriments dont il a besoin. Le gui n'est pas totalement dépendant de son hôte. Il effectue sa propre photosynthèse. C'est donc une plante hémiparasite. Il peut cependant ralentir la croissance de l'arbre hôte, l'affaiblir et diminuer la qualité de son bois. On le trouve principalement sur les pommiers, les peupliers, les aubépines, les saules et les robiniers. Sa présence sur les chênes reste exceptionnelle. En Europe, le gui, avec le hou, est une plante traditionnelle ornementale des fêtes de fin d'année et de nombreuses croyances et légendes l'accompagnent depuis des siècles. Le gui, Viscum album, appartient à la famille des Santalacées, anciennement les Viscacées. Il pousse dans les régions tempérées d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord et il en existe des centaines d'espèces différentes. C'est une plante à feuilles persistantes, de couleur vert pâle à vert sombre. Il forme des touffes sphériques, denses, de 20 à 50 cm de diamètre, qui s'accrochent solidement aux branches des arbres hôtes. Le gui ne possède pas de tronc propre. Il s'ancre par des ostoria dans les branches de son arbre hôte. Ses tiges sont arrondies et articulées. Elle se divise régulièrement en deux jusqu'à son sommet. Ses feuilles sont persistantes, petites, coriaces, épaisses et charnues. Elles sont opposées, ovales à lancéolées. Elles sont d'un vert clair à jaunâtre. Et le gui est connu pour être une plante toujours verte car ses feuilles peuvent persister de 18 mois à 2 ans. Ses fleurs sont petites et verdâtres, elles sont discrètes et peu voyantes. Elles apparaissent au printemps vers les mois de mars-avril. Ses fruits sont de petites baies blanches, translucides, visqueuses et gluantes. Elles sont très caractéristiques. Elles apparaissent en hiver et elles contiennent des graines gluantes aussi. Ces baies sont toxiques pour les humains, mais elles sont particulièrement appréciées par certains oiseaux comme les grives, les mésanges bleus ou les citelles torche-peau qui, en plus, se chargent de les disperser via leurs fientes. Le gui utilise des racines modifiées qu'on appelle donc ostoria pour pénétrer dans le xylème de l'arbre hôte et puiser sa sève. Dans l'Antiquité, les Romains associaient le gui aux fêtes du solstice d'hiver, les Saturnales, entre le 17 et le 23 décembre, en l'honneur du dieu Saturne. Symbole de la fertilité et de l'amour, il était censé apporter la paix et la prospérité dans le foyer. Les Grecs associaient le gui à Hermès, le messager de l'Olympe. Ils l'utilisaient dans des préparations médicinales pour traiter l'épilepsie et pour ses propriétés antispasmodiques et sédatives. Les druides gaulois cueillaient le gui avec une serpe d'or le 6e jour de l'année celtique. Ils recherchaient particulièrement le gui qui pousse sur des chênes car c'est un fait exceptionnel. Ils considéraient le gui comme une plante sacrée et comme le symbole de la vie éternelle, puisqu'ils le récoltaient en hiver sur un arbre qui paraissait mort, alors que le gui, lui, il était bien vert. Ils l'utilisaient alors comme un talisman et lui attribuaient de nombreux pouvoirs, comme par exemple celui de chasser les mauvais esprits, de purifier les âmes et de guérir les corps. Il était censé également neutraliser les poisons, assurer la fécondité des troupeaux et permettait même de voir les fantômes et d'établir un dialogue avec eux. Pour les Gaulois de l'époque, le gui était celui qui guérit tout. Ils l'utilisaient en traitement contre la stérilité, contre les convulsions, contre la toux, contre la coqueluche et tous les troubles liés à l'hypertension artérielle. C'est au Moyen Âge que la tradition de s'embrasser sous le gui est apparue en France et en Angleterre pour attirer la chance et la fertilité. De nos jours, s'embrasser sous le gui le 31 décembre à minuit serait gage de prospérité et de bonheur pour l'année à venir. Le gui est utilisé en médecine naturelle, mais il doit être manipulé avec prudence en raison de sa toxicité. Les branches, les feuilles et les baies du gui contiennent des substances toxiques, des viscotoxines, et en cas d'ingestion, il est possible d'avoir des symptômes tels que des nausées, des vomissements et des diarrhées, ainsi que d'éprouver de la somnolence, de la faiblesse et de la fièvre. Il faut dans ce cas contacter un centre antipoison. La toxicité du gui dépend aussi fortement de l'arbre hôte. Le gui a cependant des propriétés cardiovasculaires, il est utilisé pour réduire la pression artérielle et on peut utiliser des infusions de gui pour traiter une hypertension légère. Le gui a des propriétés anxiolytiques et sédatives, il a des effets calmants sur le système nerveux et il est parfois utilisé pour traiter les troubles comme l'anxiété. Le gui a des propriétés anti-inflammatoires et antispasmodiques, il est utilisé pour traiter les douleurs articulaires et les rhumatismes, notamment dans le cas de la polyarthrite rhumatoïde. Le gui a des propriétés diurétiques
diurétique. Il stimule l'élimination des déchets par les reins. Et enfin, le ghee a des propriétés anticancéreuses. Certaines études, initiées par Rudolf Steiner au départ, ont suggéré que le ghee pourrait avoir des effets bénéfiques dans le traitement du cancer du fait des viscotoxines qu'il contient, qui contrarient le développement des tumeurs, et le ghee serait aussi susceptible de renforcer le système immunitaire atteint par le cancer et affaibli par les traitements. Mais pour l'instant, les données ne sont pas suffisantes et des recherches supplémentaires sont encore nécessaires. Le ghee n'est pas comestible et ses baies sont toxiques. Il ne doit pas être utilisé en cuisine. Alors, on ne récolte pas les baies du gui qui sont toxiques, on ne récolte que les feuilles et les rameaux. La récolte des feuilles et des rameaux du gui pour un usage décoratif se fait en hiver lorsqu'il est le plus visible sur les arbres et on ne cueille que les touffes saines. Il peut être utile d'être muni d'une perche ou d'une échelle pour accéder aux branches hautes. Pour un usage médicinal, la récolte se fait de début mars à fin avril, quand les principes actifs de la plante sont le plus concentrés et que la cueillette est sans risque, puisque les baies ne sont pas là. Pour une utilisation médicinale, le ghee n'était utilisé que sous contrôle médical. Au jardin, le ghee est parfois utilisé comme plante décorative. On peut s'en servir pour confectionner des couronnes de Noël et des décorations hivernales afin de souhaiter à tous les invités de passer un bon moment et une bonne année à venir. Les baies du ghee contiennent de la vicine. Cette substance permet aux graines de coller aux branches afin de pouvoir germer. Ayant remarqué ce fait, les anciens faisaient macérer et fermenter les baies de ghee avant de les faire cuire pour obtenir une espèce de colle, la glu, avec laquelle ils attrapaient ensuite les oiseaux en les piégeant sur des branches enduites de cette glu. Le ghee est souvent utilisé dans des rituels mystiques et magiques. Il est considéré comme un talisman protecteur contre les mauvais esprits et les forces négatives. C'est pourquoi on le suspendait souvent au-dessus des portes. Il est ainsi devenu un symbole de chance et de protection à Noël, avec la tradition populaire du baiser sous le ghee. Dans les sortilèges d'amour, on utilisait le ghee pour augmenter la fertilité des hommes et leur puissance sexuelle. En effet, on a associé les baies blanches et visqueuses du ghee aux spermatozoïdes et on le considérait alors comme la plante des hommes. Chez les Celtes, le ghee était une plante synonyme de paix et d'hospitalité. Disposer des rameaux de ghee à l'entrée d'une maison signifiait en faire un lieu de paix où l'on peut se rassembler sans crainte. Quand deux ennemis se retrouvaient sous le ghee, ils devaient déposer les armes et observer une période de trêve. En spiritualité, le ghee symbolise la continuité de la vie après la mort et la survie de l'âme. Les druides recevaient dans leurs rêves le moment propice pour récolter le ghee. Et ainsi, le ghee invite à écouter son intuition, ainsi que les messages dont les rêves sont porteurs. Dans le langage des fleurs, le ghee symbolise l'invulnérabilité ou l'amour triomphant. Dans une relation amoureuse, le ghee évoque l'attachement ferme et durable car il est difficile de déloger le ghee une fois qu'il est installé. Cependant, il peut aussi signifier qu'une liaison est considérée comme dangereuse du fait de la toxicité de la plante. Bref, le ghee est une plante fascinante et mystérieuse qui pousse entre ciel et terre et dont nous n'avons pas encore percé tous les secrets. Il demande cependant d'être traité et manipulé avec précaution du fait de sa toxicité potentielle. Les histoires et les croyances autour du ghee sont nombreuses et ont traversé les époques. Que ce soit au niveau médicinal ou spirituel, le ghee est porteur de lumière et d'espoir et mérite qu'on s'y attarde. Plante de la chance, de la fertilité, de la protection ou de la prospérité dans de nombreuses traditions, il invite à reconsidérer le statut de parasite nuisible que nous lui avons collé. Chacun s'en fera donc sa propre opinion en s'intéressant d'un peu plus près aux promesses de son voisinage et de ses utilisations. Si vous avez apprécié et aimé cette vidéo, pensez à liker et à partager le lien pour faire connaître cette chaîne et bien sûr à vous abonner. Vous pouvez retrouver les recettes et cette fiche sur le site de la petite musique dans la forêt.com dont le lien figure en barre de description. Et tous les commentaires sont les bienvenus, qu'il s'agisse d'apporter des précisions, de formuler des appréciations ou de poser des questions. Et moi je vous dis à mardi prochain.